Salut à tous. Je me suis souvent demandé ce qui se cachait réellement derrière les grillages des terrains militaires abandonnés. Et vous, quelle est la théorie la plus folle que vous ayez entendue sur une zone interdite près de chez vous? Pourquoi cette zone militaire en Bretagne reste inaccessible? Cette question, elle ne m'a jamais vraiment quitté. Elle est née dans mon enfance, dans les histoires à demi-mot de mon grand-père, un homme du pays, taiseux comme le granit des falaises, qui avait travaillé là-bas après la guerre. Là-bas, c'était la presqu'île de Kerdruck, une verrue de béton et de fils de fer barbelés sur la côte sauvage du Finistère. Officiellement, une base de transmission de la Marine nationale, puis un dépôt de munitions, désaffecté à la fin des années 80, mais jamais, au grand jamais, rendu à la nature ou aux civils. La zone est restée classifiée, clôturée, surveillée. Les panneaux, terrain militaire, défense d'entrée, danger de mort, n'ont jamais été retirés. Ils ont juste vieilli, leur peinture rouge s'écaillant sous les assauts du crachin et du sel, comme des cicatrices qui refusent de guérir. Mon grand-père père n'en parlait jamais directement. Il évoquait son travail par des phrases sibyllines, le regard perdu vers l'horizon où, par temps clair, on devinait la silhouette des antennes décharnées de Kerdruck. « On écoutait le monde, Yann », disait-il parfois, en réparant ses filets de pêche. Et parfois, le monde nous répondait des choses qu'il valait mieux ne pas comprendre. Pour l'enfant que j'étais, ces mots étaient la porte d'entrée d'un royaume de fantasmes. J'imaginais des espions, des sous-marins nucléaires tapis dans les criques, des codes secrets qui décidaient du sort de la planète. En grandissant, la raison a tenté de simplifier le mystère. C'était probablement une histoire de pollution des sols, un secret honteux de la guerre froide, des fûts de produits chimiques enterrés à la va-vite. Une explication logique, terre à terre, mais qui ne collait pas avec l'ombre qui passait dans les yeux de père quand le sujet était effleuré. Il est parti il y a 2 ans, emportant ses secrets avec lui. C'est en vidant sa petite maison de pêcheur, celle où chaque objet sentait la cire d'abeille et l'air marin, que j'ai trouvé la clé. Pas une vraie clé, mais son vieux carnet de bord. Pas celui de son bateau, non, un autre. Un petit carnet noir, à la couverture rigide, caché sous une lame de parquet descellée dans sa chambre. Il ne contenait ni date, ni lieu précis, juste des notes techniques, des schémas de circuit, des calculs de fréquence, et disséminés au milieu de cette prose d'ingénieur, des phrases qui n'avaient rien à y faire. Des observations personnelles, écrites d'une main plus fébrile. Le chant n'est pas le même aujourd'hui, plus bas, distordu. Ou encore, l'écho est revenu, pas de la mer, de l'intérieur. Et cette note, sur une page à part, qui m'a glacé le sang. Ils ont voulu écouter trop loin. Maintenant, quelque chose écoute en retour. Ce carnet était une aberration. Mon grand-père était un technicien de maintenance, un électricien de génie, mais pas un poète mystique. Il réparait les pannes, changeait les lampes des amplificateurs, s'assurait que le courant arrivait partout. Ces mots ne lui ressemblaient pas. Ou alors, il témoignait de ce que la base de Kerdruck avait fait de lui, de ce qu'elle avait gravé dans son âme. Le mystère de la presqu'île n'était plus une simple curiosité locale. C'était devenu personnel. C'était l'héritage de mon grand-père, un puzzle dont il m'avait laissé les pièces sans le mode d'emploi. Je devais comprendre. Pas seulement pour satisfaire ma propre obsession, mais pour donner un sens à ces silences, pour comprendre la nature de l'ombre que j'avais vue dans son regard. Ma quête commençait ici, dans cette maison vide emplie de souvenirs, avec pour seule carte un carnet noir rempli de fantômes et de fréquences.
La première étape était évidente. Retourner sur les lieux, non pas en simple promeneur curieux, mais en enquêteur. Voir la zone de mes propres yeux d'adulte, sentir son atmosphère, chercher des indices, n'importe quoi qui pourrait faire écho aux notes cryptiques de père. Je me suis préparé comme pour une randonnée en terrain hostile. De bonnes chaussures, une carte d'état-major de la région datant des années 70 trouvée dans une brocante, des jumelles puissantes et bien sûr, le carnet. En approchant de la presqu'île par le sentier côtier, le fameux GR34, l'ambiance changeait de manière presque palpable. La nature elle-même semblait plus sur la défensive. Les ajoncs étaient plus piquants, les arbres plus tordus par le vent, comme s'ils voulaient tous tourner le dos à la zone interdite. Et puis, la clôture est apparue, haute, doublée, surmontée de concertinas de fils de fer barbelés rouillés. Elle plongeait dans la lande et semblait courir jusqu'à l'horizon. Elle était bien plus impressionnante que dans mes souvenirs. Ce n'était pas une simple délimitation, c'était une déclaration. Un mur. Derrière, la végétation avait repris ses droits, mais d'une manière anarchique, maladive. Des ronces hautes comme un homme formaient des enchevêtrements impénétrables. Et au-dessus de cette jungle sauvage, les structures. Le château d'eau en béton, maculé de coulures sombres. Les pylônes des antennes, immenses squelettes métalliques dont les câbles pendaient lamentablement. Et le bâtiment principal, un bloc de béton brutaliste, sans âme, dont les fenêtres murées ressemblaient à des orbites vides. Il n'y avait aucun son. C'est ce qui m'a le plus frappé. Le vent, omniprésent sur la côte bretonne, semblait s'arrêter net à la clôture. Pas de bruissement de feuilles, pas de sifflement dans les structures métalliques. Même les oiseaux, les goélands si bruyants d'habitude, se taisaient en survolant la zone, comme s'ils retenaient leur souffle. Le silence était total, dense, anormal. C'était un silence qui pesait, un silence d'outre-tombe. J'ai sorti mes jumelles, le cœur battant. J'ai scruté chaque mètre carré visible, cherchant un mouvement, une anomalie. Rien. Juste la désolation et ce silence oppressant. J'ai alors sorti le carnet de père. Je l'ai ouvert à une page où il avait dessiné une sorte de diagramme d'onde avec une note en marge. Le pic de 16h04. Toujours le même. Précis comme la mort. Il était presque 4 heures. Une idée folle m'a traversé l'esprit. Une idée irrationnelle, dictée par l'atmosphère du lieu. Et si le phénomène qu'il décrivait était encore actif? J'ai attendu, les yeux rivés sur ma montre, puis sur le paysage figé derrière la clôture. 16h01. 16h. Le silence semblait s'épaissir encore, devenir presque solide. 16h. Mon propre souffle était devenu bruyant dans mes oreilles. Et puis, à 16h04 exactement, ce n'est pas un son que j'ai perçu. C'était une sensation, une vibration très basse fréquence qui ne passait pas par mes oreilles, mais qui semblait naître directement dans ma cage thoracique, faisant vibrer mes os. C'était subtil, à la limite de la perception, mais indéniable. En même temps, un phénomène visuel étrange s'est produit. Pendant 1 ou 2 secondes, l'air au-dessus du bâtiment principal a semblé trembler. Comme l'air chaud au-dessus d'une route en été, mais sans chaleur. Une distorsion, une ondulation qui a brouillé les contours du béton avant de disparaître aussi vite qu'elle était apparue. J'ai eu la nausée. Un vertige soudain, accompagné d'un mal de crâne fulgurant. J'ai reculé d'un pas, trébuchant sur une racine. Ce que je venais de ressentir n'était pas naturel. Ce n'était pas une hallucination. C'était réel. Et ça correspondait aux notes de mon grand-père.
le pic, l'écho. Ce n'était pas de la pollution chimique. C'était autre chose. Quelque chose d'actif, de ponctuel, de vivant. Je suis resté là, longtemps après que la sensation se soit dissipée, le carnet serré dans ma main comme une relique. La question n'était plus seulement « qu'ont-ils fait ici ?», mais « qu'ont-ils laissé derrière eux ?» Et surtout, cette chose, cette anomalie, était-elle la raison pour laquelle la zone était toujours verrouillée ? Ou bien n'en était-elle qu'un symptôme, la conséquence d'un secret encore plus grand et plus terrible ? Le chemin du retour m'a paru irréel. Le chant des oiseaux et le bruit des vagues, si familiers, sonnaient désormais étrangement. C'était comme si le silence de Kerdruck m'avait suivi, s'était accroché à moi. De retour à la maison, le carnet noir ouvert sur la table en bois brut, je me sentais comme un archéologue devant une stèle indéchiffrable. Les schémas techniques, qui m'étaient apparus comme du charabia, prenaient une nouvelle dimension. Ils n'étaient pas de simples plans de maintenance. La complexité des circuits, les notations sur les alliages spécifiques pour les antennes, les calculs de phase et de résonance, tout cela pointait vers un équipement bien plus sophistiqué qu'une simple station de radio. Mon grand-père, que j'avais toujours vu comme un simple mais habile technicien, avait manifestement travaillé sur un projet d'une ampleur que je ne soupçonnais pas. Je me suis plongé dans ses écrits, essayant de trouver une logique, un fil conducteur. Les notes personnelles étaient que la clé. Elles étaient souvent liées à des mesures physiques précises. 21-16h05. Forte charge statique après l'émission. Les oiseaux se tiennent à l'écart. Nolwenn dit que le lait de ses vaches a tourné. Superstition. Mais le lait a vraiment tourné. Nolwenn, c'était le nom de la femme du fermier voisin de la base. Une autre note. 12-07. Projet Echo. Le nom est officiel. Poétique pour un truc si laid. Ils veulent entendre le passé, disent les pontes de Paris. Moi, je crois qu'on réveille des choses d'un qui devrait taffer dormir. Projet Echo. C'était la première fois que je voyais un nom de code. Le mot résonnait étrangement avec ce que j'avais ressenti près de la clôture. Un écho. Mais un écho de quoi ? Du passé. L'idée était absurde, digne d'un roman de science-fiction. Pourtant, elle était là, écrite de la main pragmatique de mon grand-père. J'ai passé les jours suivants à faire des recherches sur ce fameux projet Echo. Évidemment, rien dans les archives publiques, aucune mention, aucun document déclassifié. Le secret était total. C'était une impasse. Je devais changer d'approche. Si les archives étaient muettes, la mémoire des hommes l'était peut-être moins. Le village de Plougazec, le plus proche de la presqu'île, était peuplé de familles qui, comme la mienne, vivaient là depuis des générations. Beaucoup d'anciens avaient dû travailler à Kerdruck, ou du moins connaître des gens qui y travaillaient. Je me suis rendu au Café du Port, le Narval, un de ces lieux hors du temps où les conversations sont rythmées par le cliquetis des verres et l'odeur du café fort. J'y ai trouvé Yves, un ami de mon grand-père, un pêcheur à la retraite dont le visage était une carte de toutes les tempêtes qu'il avait affrontées. Je lui ai payé un verre, et après les banalités d'usage sur la météo et la pêche, j'ai prudemment amené la conversation sur Kerdruck. Le visage d'Yves s'est immédiatement fermé. On ne parle pas de ça, petit. C'est du passé. Ça ne nous regarde plus. Mes pères y a travaillé. Ai-je insisté doucement. J'essaie juste de comprendre ce qu'il faisait. Il a bu une longue gorgée de son vin blanc avant de répondre en baissant la voix. Ton grand-père était un type bien, un type droit. Mais ce qu'ils ont fait là-bas, ce n'était pas droit, pas naturel. Il a marqué une pause, ses yeux fixant un point invisible derrière moi. Au début, c'était une fierté.
du travail pour le pays. Et puis, les choses ont changé. Il y avait des rumeurs, des histoires de maux de tête chroniques chez les gars qui travaillaient près des grandes antennes. Des animaux qui devenaient fous. Un jour, un chalutier s'est approché trop près de la côte, dans le brouillard. Tous leurs instruments sont devenus dingues. Le compas tournait sur lui-même, la radio crachait des horreurs. Ils ont failli se fracasser sur les rochers. Après ça, on a tous compris qu'il fallait rester loin, très loin. Des horreurs ? Quel genre d'horreur ? Ai-je demandé, le cœur battant. Pas de la friture, non. Des voix, des bribes de phrases dans toutes les langues qui se mélangeaient, et des cris, comme si on avait capté l'enfer. Il a frissonné, malgré la chaleur du café. Ton grand-père a changé après ça. Il est devenu plus silencieux. Il regardait la mer différemment, comme s'il y cherchait quelque chose, ou comme s'il avait peur de ce qui pouvait en sortir. Laisse tomber, Yann. C'est un mauvais endroit, une terre maudite. Les mots d'Yves, loin de me décourager, ne faisaient que renforcer ma détermination. Les histoires de perturbations électromagnétiques, les voix dans la radio, tout cela corroborait l'idée d'un phénomène puissant et incontrôlé. Le projet écho n'était pas qu'une simple écoute passive. Ils émettaient quelque chose qui déformait la réalité. Le soir, en relisant le carnet, je suis tombé sur un schéma que j'avais d'abord ignoré. Il ne représentait pas un circuit électronique, mais la disposition de plusieurs antennes sur la presqu'île. Père avait tracé des lignes entre elles, formant un réseau complexe. Au centre de ce réseau, il avait dessiné une spirale et écrit « Le puits ». Et à côté, cette phrase glaçante « Ils ont ouvert la porte, mais ils ne savent pas la refermer ». La porte, le puits, le projet écho. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais l'image qu'elles formaient était de plus en plus monstrueuse. Ils n'avaient pas seulement écouté. Ils avaient créé un point focal, un vortex d'énergie d'une nature inconnue. La distorsion que j'avais vue, la vibration que j'avais sentie, n'étaient que les rides à la surface de l'eau. Le vrai phénomène se trouvait au centre, dans ce que mon grand-père appelait le puits. Je savais que je ne pouvais pas en rester là. Les témoignages locaux et les notes de père étaient des preuves indirectes. Il me fallait plus. Il me fallait quelqu'un qui avait été à l'intérieur, qui avait vu le puits de ses propres yeux. Dans les dernières pages du carnet, parmi une liste de fournisseurs de matériel, un nom était griffonné avec une adresse à Brest. Alain Desportes, l'ingénieur, le seul qui avait peur. C'était ma prochaine piste. Un homme qui, peut-être, détenait la clé finale du mystère de Kerdruck. Un homme qui avait eu peur. Et dans ce contexte, la peur était sans doute le signe le plus tangible de lucidité. Trouver Alain Desportes fut plus compliqué que prévu. L'adresse à Brest était ancienne. Il avait déménagé plusieurs fois. Après des jours de recherche fastidieuse dans les annuaires et les archives en ligne, je l'ai finalement localisé. Il vivait retiré dans une petite maison dans les monts d'Arrée, au cœur de la Bretagne, comme s'il avait voulu mettre le plus de terre possible entre lui et la mer. Prendre contact fut délicat. J'ai d'abord appelé, me présentant comme un historien amateur passionné par les anciennes installations de la guerre froide. Il a été poli, mais distant, affirmant qu'il n'avait rien de particulier à dire sur le sujet. Sa voix était celle d'un homme âgé, fatigué, mais avec une précision, une clarté qui trahissait un esprit toujours vif. Je savais qu'une simple conversation téléphonique ne suffirait pas. Je devais le rencontrer. Je lui ai écrit une lettre, cette fois-ci plus directe. J'ai mentionné le nom de mon grand-père
Père Le Goff. J'ai cité une phrase exacte du carnet, une phrase technique sur la dérive de phase des oscillateurs Klystron, un détail si précis qu'il ne pouvait provenir que d'une source authentique. J'ai terminé en disant que je ne cherchais ni à publier un article, ni à créer un scandale, mais simplement à comprendre le fardeau que mon grand-père avait porté toute sa vie. J'ai posté la lettre et j'ai attendu. Le silence qui a suivi a été long, pesant. Pendant une semaine, je n'ai eu aucune nouvelle. J'ai commencé à croire que j'avais fait une erreur, que je l'avais effrayé et qu'il s'était définitivement muré dans le silence. Et puis, un soir, le téléphone a sonné. C'était lui. Sa voix était différente, moins assurée. Le Goff, père, c'était un homme bon, un technicien hors pair. Il voyait des choses que nous, les ingénieurs, avec nos équations, on ne voulait pas voir. Il a hésité. Je pouvais entendre sa respiration au bout du fil. Venez me voir, demain, mais venez seul et apportez ce que vous avez de lui. Le lendemain, je traversais les paysages brumeux et presque mystiques des monts d'Arrée. La maison d'Alain Desportes était isolée, au bout d'un chemin de terre. Un homme frêle, aux cheveux blancs et aux yeux d'un bleu délavé, m'attendait sur le pas de la porte. Il devait avoir près de 80 ans, mais se tenait droit. Il m'a fait entrer dans un salon sobre, rempli de livres de physique, de philosophie et de mathématiques. L'air sentait le papier ancien et le feu de bois. Il m'a offert un café et nous sommes restés silencieux un long moment. C'est lui qui a rompu le silence, son regard fixé sur le carnet noir que j'avais posé sur la table entre nous. « Montrez-moi ». Je lui ai tendu le carnet. Il l'a ouvert avec des mains qui tremblaient légèrement. Il a tourné les pages, lentement, ses yeux parcourant les schémas, les équations, les notes. Un léger sourire a flotté sur ses lèvres en voyant certains diagrammes, puis son visage s'est assombri en lisant les observations personnelles de père. Il s'est arrêté sur la page mentionnant « le puits ». Il avait tout compris, a-t-il murmuré. Intuitivement. Il n'avait pas la théorie, mais il sentait la chose. Il a fermé le carnet et a levé les yeux vers moi. Le barrage de la prudence semblait avoir cédé. Vous voulez savoir ce qu'était le projet ECHO. Ce n'est pas une histoire de fantôme ou de malédiction, jeune homme. C'est bien pire. C'est une histoire d'arrogance. L'arrogance de la science. Il s'est levé et a commencé à arpenter la pièce comme un professeur s'apprêtant à donner le cours le plus difficile de sa vie. Nous étions au sommet de la guerre froide. La course à l'armement était aussi une course à l'information. On cherchait de nouvelles façons d'espionner, de communiquer. C'est là qu'un théoricien, un génie un peu fou, a proposé une idée radicale, basée sur des interprétations audacieuses de la relativité générale et de la mécanique quantique. Il s'est arrêté devant sa bibliothèque, caressant la tranche d'un vieux traité de physique. L'idée était que le temps et l'espace ne sont pas une toile lisse. Ils ont une texture. Et si on pouvait pincer cette texture, créer une vibration à une fréquence incroyablement spécifique, on pourrait théoriquement créer un écho. Pas un écho sonore, mais un écho temporel. J'ai dû avoir l'air complètement perdu car il a souri tristement. Imaginez que vous jetiez une pierre dans un étang. Vous créez des vagues. Maintenant, imaginez que vous puissiez créer une vague si particulière qu'au lieu de se propager à la surface, elle se propage dans le temps, une fraction de seconde dans le passé. L'information pourrait arriver avant d'avoir été envoyée. Vous imaginez les implications ? Communiquer instantanément avec un sous-marin à l'autre bout du monde. Détecter un lancement de missiles une seconde avant qu'il ne se produise.
c'était le Graal. Et Kerdruk était l'endroit parfait, a-t-il continué. Isolé, sur un socle de granit ancien, ce qui, d'après nos calculs, aidait à stabiliser le champ. Nous avons construit le système. Les antennes n'étaient pas des récepteurs, mais des émetteurs de phase, des diapasons gigantesques conçus pour faire vibrer l'espace-temps lui-même. Et au centre, le point de convergence, ce que votre grand-père a si justement appelé le puits. Ce n'était pas un trou physique, mais le foyer de toute cette énergie. Il est revenu s'asseoir, l'air soudain épuisé. Au début, ça a marché, au-delà de nos espérances. On envoyait un simple signal, une impulsion, et on le recevait quelques microsecondes avant. C'était un succès total. On célébrait au champagne. On se voyait déjà avec le prix Nobel. Mais nous étions des apprentis sorciers. Son regard s'est perdu dans le vague. On a commencé à remarquer des effets secondaires, des anomalies magnétiques, des charges statiques, comme le notait votre grand-père, puis les rapports des pêcheurs sur leurs instruments qui devenaient fous. Nous pensions que c'était de simples interférences, des fuites du champ énergétique. On a poussé la puissance. C'est là que l'erreur a été commise. Quelle erreur ? Ai-je demandé, la gorge sèche. La résonance. On a voulu augmenter la portée temporelle de l'écho, passer de quelques microsecondes à une seconde, peut-être plus. On a modifié la fréquence. Et on a touché un point de résonance. Une fréquence fondamentale. Pas celle de notre équipement. Non. La fréquence de résonance du lieu lui-même. De la réalité locale. Il a passé une main sur son visage. Imaginez une cantatrice qui trouve la note exacte qui peut faire voler un verre de cristal en éclats. Nous avons trouvé la note qui pouvait fissurer la réalité. Le chant dont parlait mon grand-père, exactement. Ce n'était plus un écho contrôlé. C'est devenu un Larsen. Un Larsen spatio-temporel. Le système s'est emballé. L'énergie que nous projetions dans le puits ne se dissipait plus. Elle était piégée, amplifiée, renvoyée par le tissu même de l'espace-temps, créant une boucle de rétroaction catastrophique. La fissure est devenue permanente. Il s'est tu. Le feu crépitait dans la cheminée. Dehors, le vent des monts d'arrêt se lamentait doucement. Qu'est-ce que ça veut dire, permanente ? Ai-je finalement osé demander. Alain Desportes a eu un rire sans joie. Ça veut dire que la presqu'île de Kerdruk n'est plus tout à fait dans notre dimension. Ou plutôt, elle y est, mais de manière instable. Le temps ne s'y écoule pas de la même façon qu'à l'extérieur. L'espace s'y courbe et s'y déforme selon des cycles que nous n'avons jamais pu prédire. Les lois de la physique, telles que nous les connaissons, y sont sujettes à caution. Je suis resté sans voix. Ce n'était pas de la pollution. Ce n'était pas un secret militaire conventionnel. C'était une blessure. Une cicatrice infligée non pas à la Terre, mais à la structure même de l'univers. Les voix dans la radio, ai-je soufflé. Des échos, a confirmé Alain. Des fragments aléatoires du passé et du futur, peut-être même d'autres possibilités, brassés et recrachés par l'anomalie. Des moments de l'histoire qui saignent dans le présent. La distorsion que vous avez vue, c'est la réalité qui respire autour du puits. C'est pour ça que la zone est inaccessible. Pas seulement parce qu'elle est dangereuse. Y pénétrer, c'est risquer d'être effacé. Ou pire, réécrit. Votre métabolisme, votre propre flèche du temps biologique, pourrait se désynchroniser. Vieillir de 10 ans en 1 minute, ou rajeunir, ou simplement cesser d'exister de manière cohérente. Il a pointé le carnet. Votre grand-père essaie resté jusqu'à la fin, jusqu'à l'évacuation d'urgence. Il a vu des choses
des choses que les rapports officiels ont omises. Il a vu des outils disparaître d'un endroit pour réapparaître à un autre. Il a vu un oiseau se figer en plein vol pendant plusieurs minutes. Il a senti l'instabilité fondamentale de ce lieu. C'est ça, le fardeau qu'il a porté. Le savoir que juste là, à quelques kilomètres de sa maison, se trouvait un morceau de monde devenu fou. Je comprenais maintenant. Le silence de mon grand-père n'était pas dû à un secret d'État. C'était le silence de quelqu'un qui a regardé dans l'abîme et qui a vu que l'abîme n'était pas vide, mais rempli d'un chaos inimaginable. La zone n'était pas gardée pour protéger un secret, mais pour protéger le reste du monde de ce secret. Kerdruk n'était pas une prison détenant un monstre. Kerdruk était le monstre. Une aberration physique qui ne pouvait être ni comprise, ni réparée. Juste contenue. Le récit d'Alain Desportes m'avait laissé anéanti. Je suis rentré chez moi dans un état second, les paysages familiers de la Bretagne me paraissant soudain fragiles, comme un décor de théâtre qui pourrait se déchirer à tout moment. La vérité était infiniment plus étrange et plus terrifiante que tout ce que j'avais pu imaginer. Le secret de Kerdruk n'était pas humain, il était cosmologique. La presqu'île n'était pas hantée par des esprits, mais par les lois brisées de la physique. Pendant des jours, j'ai été incapable de faire quoi que ce soit. Je relisais sans cesse le carnet de mon grand-père et chaque mot, chaque schéma, prenait un sens nouveau et vertigineux. Ses observations sur le champ des antennes, sur les échos venus de nulle part, n'étaient beaux pas des métaphores. C'était la description littérale d'un homme simple, confronté à l'inconcevable. Je comprenais son silence, sa mélancolie. Comment vivre normalement quand on sait qu'à portée de vue, le réel s'effiloche? Comment regarder les vagues s'écraser sur la grève sans penser que le temps lui-même peut se briser de la même manière? Le carnet de père contenait d'autres détails qui, à la lumière des révélations d'Alain, devenaient glaçants. Il décrivait la dernière journée, celle de l'incident majeur, que les responsables avaient pudiquement nommé l'événement de stabilisation non contrôlé. Père avait été appelé en urgence pour un problème sur les générateurs principaux. Il décrivait une atmosphère de panique contenue. Les visages des ingénieurs étaient blêmes. Les instruments de mesure affichèrent des valeurs aberrantes, des courbes qui n'avaient aucun sens. Il avait noté « L'air crépite. Ça sent l'orage, mais le ciel est clair. Ça sent l'ozone et autre chose. Quelque chose de vieux. Comme la poussière d'une tombe qu'on ouvre. » Il décrivait ensuite comment, dans le couloir menant à la salle de contrôle centrale, il avait eu l'impression de marcher dans de l'eau. Une résistance invisible, une densité anormale de l'air. Il avait vu son propre reflet dans une porte vitrée, mais le reflet avait eu un temps de retard, mimant ses gestes avec une fraction de seconde de décalage, comme un écho visuel. C'est là qu'il avait compris que quelque chose était fondamentalement brisé. L'ordre d'évacuation générale avait été donné quelques minutes plus tard. Une évacuation chaotique. Personne n'avait le droit de rien emporter. Les documents, les équipements, les notes personnelles, tout devait rester. C'était déjà une zone de quarantaine. En sortant, il avait jeté un dernier regard vers le bâtiment principal. C'est la dernière note de son carnet, la plus troublante. Par la fenêtre du bureau de Desportes, j'ai vu le ciel. Mais ce n'était pas le bon ciel. Les étoiles étaient là, en plein jour, et ce n'étaient pas les bonnes étoiles. Un ciel nocturne en plein après-midi, des constellations inconnues. C'était la preuve ultime de la déchirure. Le puits n'était pas qu'un simple perturbateur local. C'était une fenêtre ouverte sur ailleurs, ou sur un autre temps. Cette image m'obsédait.
Elle expliquait la surveillance constante, le secret absolu maintenu pendant des décennies. Si une telle anomalie était révélée au public, la panique serait incommensurable. Cela remettrait en question notre conception même de la réalité, de la sécurité, de la place de l'homme dans l'univers. La science, censée nous éclairer, avait engendré une parcelle de ténèbres impénétrables. Que faire de cette connaissance, La garder pour moi, comme Alain et les autres survivants du projet l'avaient fait, portant ce fardeau en silence? C'était la solution la plus sage, la plus rationnelle. Révéler la vérité ne servirait à rien, sinon à semer la peur. On ne pouvait rien y faire. La blessure était là, et le seul remède était l'oubli, la distance. Mais une partie de moi refusait cette conclusion. C'était l'héritage de mon grand-père. Il n'avait pas écrit ce carnet pour qu'il reste enfoui sous un plancher. Il l'avait écrit pour témoigner. Peut-être pas pour le grand public, mais pour quelqu'un. Pour que la vérité, aussi terrible soit-elle, ne soit pas totalement perdue. Une idée a germé dans mon esprit. Une idée dangereuse, insensée, mais qui me semblait être la seule conclusion possible à ma quête. Alain m'avait dit qu'il était impossible de pénétrer dans la zone. Mais lui et ses collègues étaient des scientifiques, des militaires. Ils pensaient en termes de périmètres officiels, de portes d'entrée. Moi, j'étais un enfant du pays. Je connaissais la côte comme ma poche. Je savais qu'il existait des passages, d'anciennes caches de contrebandiers dans les falaises, des tunnels creusés par l'érosion marine qui menaient peut-être sous la clôture, à l'intérieur de la zone interdite. Je ne voulais pas aller jusqu'au puits. C'eût été un suicide. Mais je voulais m'approcher. Je voulais voir de mes propres yeux, sentir de tout mon être la réalité de cette anomalie. Je voulais comprendre ce que Père avait ressenti. C'était une façon de lui rendre hommage, de partager, ne serait-ce qu'un instant, le poids de son secret. Je devais prendre des précautions extrêmes. Je me suis procuré un compteur Geiger, même si Alain avait affirmé que la radioactivité n'était qu'un effet secondaire mineur et intermittent. J'ai pris une boussole de haute qualité, un chronomètre précis et une caméra capable de filmer en haute fréquence pour peut-être capturer des distorsions invisibles à l'œil nu. J'ai aussi pris le carnet de Père. Il était mon guide et mon talisman. J'ai étudié les vieilles cartes maritimes, les cartes géologiques de la région. J'ai repéré une faille, une crique minuscule au pied de la falaise, accessible uniquement à marée basse lors des grands coefficients. Les cartes indiquaient l'entrée d'une grotte, connue localement comme le trou du diable. La légende disait qu'elle communiquait avec l'enfer. Peut-être que la légende n'était pas si éloignée de la vérité. Mon plan était de m'y rendre de nuit pendant la nouvelle lune pour une discrétion maximale. Je n'ai parlé de mon projet à personne, ni à Alain, qui aurait tenté de m'en dissuader avec la plus grande véhémence, ni à mes amis. C'était un pèlerinage solitaire, une confrontation entre moi, le souvenir de mon grand-père, et cette aberration que l'homme avait créée. La nuit de mon expédition, le temps était typiquement breton. Un ciel bas et lourd, une bruine fine et pénétrante. Le vent était tombé et le seul bruit était le ressac lent et puissant de l'océan. Les conditions étaient idéales. J'ai laissé ma voiture à plusieurs kilomètres et j'ai rejoint la côte à pied en suivant des chemins de traverse que seuls les locaux connaissaient. Arrivé au sommet de la falaise surplombant la crique, j'ai vérifié mon équipement une dernière fois. Le cœur battant, j'ai entamé la descente périlleuse le long d'un sentier de chèvres à peine visible. Les rochers étaient glissants, couverts d'algues noires. En bas, les vagues grondaient,
leur écume blanche phosphorescente dans la pénombre. J'ai atteint la petite plage de Galets au moment exact de la basse mer. L'entrée de la grotte était là, une bouche sombre dans la paroi rocheuse, à moitié cachée par des blocs de granit. J'ai allumé ma lampe frontale. Le faisceau a révélé un tunnel étroit et humide dont les murs suintaient. L'air était froid, chargé d'une odeur d'iode et de minéraux. J'ai hésité une seconde, le bruit des vagues derrière moi semblant me supplier de faire demi-tour. Puis j'ai pensé à mon grand-père. J'ai serré son carnet, protégé dans un sac étanche, et je me suis engagé dans les entrailles de la terre, sous la zone maudite de Kerdruk. La progression dans la grotte était lente et angoissante. Le tunnel était plus long que je ne l'avais imaginé, s'enfonçant profondément sous la presqu'île. Le son du ressac s'estompait derrière moi, remplacé par le goutte-à-goutte constant de l'eau s'infiltrant à travers le plafond rocheux. Mes seuls compagnons étaient le faisceau de ma lampe, qui dansait sur les parois humides, et le bruit de ma propre respiration, qui me semblait assourdissant. Après une vingtaine de minutes, le tunnel a commencé à monter. Le sol est devenu plus sec, couvert de sable et de terre. Je devais être arrivé sous la surface de la presqu'île. C'est à ce moment que les premières anomalies ont commencé. Ma boussole, jusqu'alors stable, s'est mise à osciller légèrement. L'aiguille tremblait, hésitante, comme si le pôle Nord était devenu une cible mouvante. Je me suis arrêté, tendant l'oreille. Le silence était absolu, mais il était différent de celui de la forêt. C'était un silence lourd, un silence d'attente. J'ai consulté le compteur Geiger. Il crépitait faiblement, à un niveau à peine supérieur au bruit de fond naturel. Rien d'alarmant, mais c'était une preuve que j'étais entré dans la zone d'influence de l'anomalie. Le tunnel a débouché sur une salle plus vaste, une sorte de caverne naturelle d'où partaient plusieurs galeries. Un courant d'air faible mais perceptible venait de l'une d'elles. Il charriait une odeur étrange, celle que mon grand-père avait décrite, l'ozone et cette senteur métallique et poussiéreuse de vieux. C'était la bonne direction. J'ai suivi le courant d'air. La galerie montait en pente douce et bientôt, j'ai aperçu une lueur pâle au-dessus de moi. C'était une sortie, une fissure dans le sol, masquée par un épais buisson de ronces. J'ai éteint ma lampe et j'ai attendu que mes yeux s'habituent à l'obscurité. Lentement, les formes du monde extérieur se sont dessinées. J'étais sorti. J'étais à l'intérieur de la clôture. Le paysage était surréaliste. La végétation était folle, luxuriante mais d'aspect maladif. Des arbres aux formes torturées, des ronces qui formaient que des dômes impénétrables. Et partout, ce silence. Un silence qui absorbait tous les sons. J'ai fait quelques pas, avec une précaution infinie. Le sol était mou, spongieux. L'air était incroyablement lourd, presque visqueux. J'ai eu l'impression de bouger au ralenti. Au loin, je pouvais voir la masse sombre du bâtiment principal et les squelettes des antennes se découpant sur le ciel nocturne couvert. C'est le ciel qui a attiré mon attention. Comme l'avait écrit Père, il était étrange. Les nuages semblaient bouger à une vitesse anormale, se formant et se déformant en accéléré, puis se figeant pendant de longues secondes, et à travers des trouées, je n'ai pas vu les étoiles que je connaissais. J'ai vu des traînées lumineuses, des taches floues de couleurs, comme si je regardais l'univers à travers une vitre déformante et humide. L'anomalie n'affectait pas seulement le temps, mais aussi la perception de la lumière, de l'espace lui-même. J'ai sorti ma caméra et j'ai commencé à filmer, me sentant à la fois terrifié et étrangement calme. C'était donc ça, la réalité vue par les yeux de mon grand-père.
J'ai avancé lentement en direction du bâtiment principal en restant à couvert. La boussole était maintenant complètement folle, son aiguille tournant sans fin sur elle-même. Mon chronomètre, cependant, semblait fonctionner normalement, chaque seconde s'écoulant avec une régularité rassurante. Mais je sentais que c'était une illusion. Le temps objectif de ma montre n'avait plus rien à voir avec le temps subjectif, phénoménal, du lieu. J'ai ressenti une légère nausée, un vertige qui n'était pas dû à la peur, mais à une sorte de dissonance cognitive. Mon cerveau essayait de donner un sens à des informations sensorielles contradictoires, et il échouait. À une centaine de mètres du bâtiment, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. C'était une Jeep militaire, une vieille Willys, abandonnée là. Elle était couverte de rouille et à moitié envahie par la végétation. Mais ce n'était pas ça le plus étrange. La partie avant du véhicule semblait floue, estompée, comme si elle se dissolvait dans l'air, et la rouille ne semblait pas uniforme. À certains endroits, le métal était corrodé jusqu'à l'os, tandis qu'à quelques centimètres de là, la peinture verte était presque intacte, comme si différentes parties du véhicule avaient vieilli à des vitesses radicalement différentes. C'était la preuve tangible de la désynchronisation temporelle. Un objet unique, soumis à des flèches du temps multiples et contradictoires. Je me suis approché encore, fasciné et horrifié. C'est là que j'ai entendu un son. Ce n'était pas le chant des antennes, mais autre chose. Une sorte de murmure très faible qui semblait venir de toutes les directions à la fois. C'était un mélange de sons. Je pouvais distinguer le bruit lointain d'une bataille, des tirs, des explosions. Puis le son s'est transformé en une musique de chambre du XVIIIe siècle, parfaitement claire pendant une seconde, avant de se fondre dans le bruit d'une conversation animée en allemand. C'étaient les voix dont parlait le pêcheur Yves, les échos du temps brassés par le puits. Je me suis accroupi derrière un rocher, le cœur battant à tout rompre. Le compteur Geiger a commencé à crépiter plus fort. Je savais que je m'approchais de la limite. Aller plus loin serait de la folie. J'ai levé les yeux vers le bâtiment principal. Une des fenêtres du dernier étage, celle du bureau de Desportes, n'était pas murée. Elle était juste une ouverture noire et béante. Et pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir un visage à cette fenêtre. Un visage pâle, indistinct, qui me regardait. Une hallucination sans doute. Le produit de la fatigue, de la peur et de l'environnement anormal. Mais l'impression était si réelle que j'ai eu un haut le cœur. J'ai compris que j'avais atteint mon but. J'avais vu, j'avais ressenti. Je n'avais pas besoin de plus de preuves. La vérité de Kerdruck n'était pas une théorie, c'était une expérience physique, sensorielle, terrifiante. J'ai fait demi-tour et j'ai rebroussé chemin vers la sortie de la grotte. Mais alors que je m'éloignais, j'ai eu une dernière perception étrange. J'ai senti une présence derrière moi, pas hostile, pas menaçante, juste là. C'était comme la sensation qu'on a quand on sait que quelqu'un nous observe, mais en 1000 fois plus intense. C'était une conscience, vaste, non humaine, indifférente. L'anomalie elle-même, le puits. Il ne dormait pas, il était conscient. Et il m'avait senti passer. Cette dernière réalisation était la plus effrayante de toutes. Je ne me suis pas retourné. J'ai accéléré le pas, presque en courant, pour retrouver le refuge de la grotte. En sortant du tunnel, sur la plage de galets, le son normal des vagues m'a paru être la plus douce des musiques. L'aiguille de ma boussole s'est stabilisée, pointant à nouveau vers le nord. Le monde avait retrouvé son ordre. Mais je savais que cet ordre était une chose fragile. J'avais vu
ce qui se cachait de l'autre côté du miroir. Les jours qui ont suivi mon incursion à Kerdruck ont été étranges. Je vivais avec une sorte de double conscience. D'un côté, le monde normal, avec ses routines, ses soucis quotidiens, le café du matin, les conversations banales. De l'autre, le souvenir vif et glaçant de ce que j'avais vécu, le silence anormal, le ciel déformé, la Jeep à moitié dissoute, les murmures du temps. Ces images étaient gravées dans ma mémoire. J'ai développé les vidéos que j'avais prises. Le résultat était décevant et fascinant à la fois. La plupart des images étaient juste sombres et floues. Mais sur quelques séquences, on pouvait voir des anomalies subtiles, des distorsions lumineuses, des artefacts visuels qui n'étaient dus à aucun défaut de la caméra. Sur un plan fixe du bâtiment principal, on pouvait voir, en accélérant la lecture, les ombres bouger de manière erratique, indépendamment de toute source de lumière, comme si des objets invisibles passaient devant elles. Ce n'était pas une preuve irréfutable pour le monde, mais pour moi, c'était la confirmation de ce que mes sens avaient perçu. J'ai longuement réfléchi à ce que j'allais faire de tout cela. Le carnet de mon grand-père, le témoignage d'Alain Desportes, mes propres enregistrements. J'avais en ma possession de quoi ébranler quelques certitudes. J'ai envisagé de tout envoyer à un journaliste d'investigation de manière anonyme. J'ai pensé contacter une université, un département de physique théorique. Mais à chaque fois, la même question revenait. Pourquoi faire ? Alain avait raison. Révéler la vérité ne ferait qu'engendrer une peur stérile. Il n'y avait pas de coupable à dénoncer, pas de scandale à exposer, juste une terrible erreur aux conséquences incommensurables. Les responsables, les jeunes ingénieurs arrogants des années 60, étaient là soit morts, soit de vieux hommes comme Alain, vivant avec leurs fantômes. L'armée, en maintenant le secret, ne faisait que son devoir, contenir une situation qui la dépassait complètement. Le véritable enjeu n'était pas de révéler, mais de comprendre et de respecter le périmètre de sécurité. C'est peut-être ça, le véritable héritage de mon grand-père. Pas un appel à la dénonciation, mais une mise en garde. Son carnet n'était pas un manifeste, c'était un avertissement, un message pour dire « Voilà ce que nous avons fait, voilà le prix de notre orgueil. Ne refaites jamais la même erreur. » J'ai pris une décision. J'ai contacté Alain Desportes une dernière fois. Je ne lui ai pas avoué mon expédition nocturne. Je lui ai simplement dit que je comprenais maintenant le silence de mon grand-père et que je respecterais ce silence. Je lui ai demandé s'il existait des archives, quelque part, des rapports techniques du projet ECHO, même classifiés. Je voulais m'assurer que la connaissance de cette catastrophe ne soit pas totalement perdue avec la mort des derniers témoins. Il m'a avoué, après une longue hésitation, qu'il avait conservé des copies de ses propres rapports et calculs. Des documents hautement confidentiels qu'il n'aurait jamais dû sortir de la base, mais qu'il avait sauvés du chaos de l'évacuation, sentant qu'il était vital de garder une trace de leur folie. Il m'a proposé de me les confier. « Je suis vieux, Yann », m'a-t-il dit. « Je n'en ai plus pour longtemps. Ces papiers sont trop dangereux pour être laissés au hasard. Mais ils sont trop importants pour être détruits. Vous êtes le petit-fils de père. Vous avez le droit de savoir. Vous êtes maintenant le gardien de cette histoire. À vous de juger ce qu'il faudra en faire, le jour venu. » Quelques jours plus tard, j'ai reçu un lourd colis. À l'intérieur, des liasses de documents, des rapports dactylographiés, couverts d'annotations manuscrites, des pages et des pages d'équations qui défiaient l'entendement, des schémas du puits, bien plus détaillés que ceux de mon grand-père. C'était l'anatomie complète de l'aberration de Kerdruck. J'ai passé des semaines à étudier ces documents.
Je n'ai pas tout compris, loin de là. Mais j'ai saisi l'essentiel. J'ai vu l'enthousiasme des débuts, l'excitation de la découverte, puis les premiers doutes, les notes de bas de page inquiètes, et enfin, les rapports de l'incident, écrits dans un style clinique et factuel qui rendait l'horreur de la situation encore plus palpable. J'ai rangé ces documents avec le carnet de mon grand-père, dans un coffre en métal. Je les ai cachés, pas sous un plancher, mais dans un lieu sûr, connu de moi seul. Je suis devenu, comme le voulait Alain, le gardien de ce secret. Ma vie a repris son cours. J'ai terminé mes études, j'ai trouvé un travail. Mais quelque chose en moi a changé pour toujours. Je ne regarde plus le monde de la même façon. Je suis plus attentif aux fissures, aux petites anomalies, à ces moments où la réalité semble hésiter. Je suis retourné plusieurs fois près de la clôture de Kerdruck. Pas pour l'espionner, mais par une sorte de respect, pour me souvenir. Je reste là, à distance, et je regarde le silence. Parfois, à 16h04, je crois encore sentir cette vibration dans ma poitrine, l'écho lointain d'une blessure qui ne guérira jamais. L'histoire de Kerdruck n'est pas une histoire qui se termine. Elle continue, en silence, derrière ses barbelés. C'est une histoire sur les limites de la connaissance humaine et sur les dangers de vouloir écouter des secrets qui ne nous sont pas destinés. Mon grand-père avait raison. Ils ont voulu écouter trop loin. Et quelque chose écoute en retour. Ce n'est pas une créature. Ce n'est pas une intelligence malveillante. C'est juste l'univers qui nous rappelle, à travers cette anomalie sur un bout de côte bretonne, que nous ne sommes que des locataires précaires dans une réalité bien plus vaste, bien plus étrange et bien moins stable que nous ne voudrions le croire. La presqu'île reste inaccessible, non pas pour nous cacher la vérité, mais pour nous protéger de son contact. C'est une zone de quarantaine pour l'âme humaine, un mémorial silencieux à notre propre démesure. Et parfois, quand le vent souffle de la mer, j'ai l'impression d'entendre, non pas des voix, mais un avertissement. Un murmure qui dit que certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent jamais vraiment être refermées. Elles peuvent seulement être surveillées.